Donc je vais sans plus tarder passer la parole à Élise Courcot. Vous pouvez peut-être vous installer ici, ça sera plus simple. Donc je vous laisse vous présenter, Élise, et puis merci Thierry. Et puis voilà, nous faire un petit peu un état des lieux des cancers en France. Je vous laisse le micro. Très bien. Bonjour à tous. Déjà un grand merci pour cette invitation et puis l'opportunité de faire connaissance avec vous, de vous présenter l'Institut national du cancer et puis les actions qu'on tente de mettre en place afin de vous accompagner sur ce sujet de maintien et retour en emploi de personnes atteintes de cancer. L'Institut national du cancer, qui on est? On est une agence d'expertise en santé spécifique à la cancérologie. On existe depuis 2004 et puis on s'attelle à adresser vraiment toutes les dimensions en oncologie, que ce soit vraiment de la recherche fondamentale clinique à la prévention, diagnostic, et puis aussi tout ce qui est parcours de soins et recherche. Notre expertise à nous, on n'est pas les acteurs du terrain en tant que tel, mais par contre, on s'attelle vraiment à coordonner les acteurs et faciliter leurs interactions pour aller justement adresser les problématiques en oncologie. Donc tous les acteurs qu'ils soient, professionnels de santé, chercheurs, patients, aidants, entreprises, organismes publics, tout type d'employeurs, les décideurs, enfin voilà, on a vraiment une multiplicité de parties prenantes, les associations aussi, qui notamment dans le maintien et retour en emploi ont une place vraiment très importante. Et puis une autre de nos missions qui est bien sûr tout le soutien à l'innovation et à la recherche via des appels à projets. Ça c'est vraiment une part importante de l'activité de l'Institut national du cancer. C'est vraiment de soutenir les acteurs terrain, les chercheurs pour continuer à innover dans le domaine du cancer. Vous le savez peut-être, depuis 2021, on a une stratégie de lutte contre les cancers qui est décennale, donc un plan d'action riche, avec énormément d'actions déjà lancées, et qui ont 4 axes principaux. Le premier qui est vraiment la prévention. Prévention des cancers, on en a parlé un petit peu, des différents facteurs de risque de nos modes de vie aujourd'hui, le tabac, l'alcool, l'alimentation. Un axe aussi sur les séquelles et la qualité de vie, dont on parlera un petit peu aujourd'hui via notamment le maintien et la lutte contre la désinsertion professionnelle. Les cancers de mauvais pronostic, là aussi pour innover, il y a beaucoup de cancers pour lesquels on a réussi à améliorer la survie, les thérapies. Il y en a d'autres sur lesquels on doit encore travailler. Et puis une partie très importante qui est l'équité d'accès au progrès. On a parlé un petit peu du numérique qui là souligne un peu encore des difficultés, des inégalités d'accès, mais il y en a plein d'autres. Le cancer en quelques chiffres, alors je vous partage vraiment quelques chiffres très brefs, cependant ce guide-là et cette synthèse-là est disponible sur notre site internet. Aujourd'hui, le cancer, c'est presque un peu moins de 4 millions de personnes qui vivent avec un cancer, qui ont reçu un diagnostic de cancer en France, avec un diagnostic qui, en âge médian chez les hommes, est reçu vers 70 ans et chez les femmes vers 68 ans. Cependant, on s'aperçoit, et je pense que vous le savez aussi au sein de vos organisations, de plus en plus de personnes vivent avec le cancer en âge de travailler. Donc, ça a été un petit peu dit en introduction, les nouveaux cas de cancer en 2023, c'est un peu plus de 400 000 cancers, 430 000 exactement, avec un petit peu plus de cancers chez les hommes, 57%, et 43% chez les femmes. Je vous ai laissé vraiment les cancers principaux, ceux aussi
qui ont pour certains de bons pronostics, hein, dont les personnes vont pouvoir aussi se questionner sur le maintien et le retour en emploi. Donc chez les hommes, le cancer voilà, le plus présent, le cancer de la prostate, suivi par le cancer du poumon et le cancer colorectal. Et chez les femmes, le cancer du sein, bien entendu, puis le cancer du colorectal, poumon, presque à égalité. J'y reviendrai hein, sur cette incidence, comme on appelle, un nouveau cas par an, du cancer du poumon chez la femme. Voilà, dans ces nouveaux chiffres que l'on a sortis cet été, qui sont issus des registres, hein, on surveille le taux de cancer chaque année pour en faire des synthèses ici, voilà, qu'on a publié cet été en 2023. L'incidence et l'augmentation du taux de cancer du poumon chez la femme est une vraie question. Donc, pour en venir justement à cette comparaison entre 90 et 2023, donc le nombre de cancers a en effet doublé. Avec une partie en vert, en fait, on a repris le nombre de cancers de 90 à 2023. Et en bleu, jaune et rouge, donc c'est pas hyper intuitif comme diagramme, j'en suis désolée. En bleu, jaune et rouge, en fait, c'est voilà, à quoi sont dus et à quoi seraient dus cette augmentation, ce doublement de nombre de cancers par an. Donc vous avez en fait en bleu la croissance de la population. Donc entre 90 et 2023, en effet, la population a augmenté. Elle a aussi vieilli. Le nombre de personnes de plus de 65 ans a augmenté de plus de 80%. L'âge est bien évidemment un facteur de risque. Plus on vieillit, plus on a de risque de déclarer un cancer. Et puis en rouge, c'est la part due aux facteurs de risque. Et on voit que chez la femme, et notamment la consommation de tabac et d'alcool a augmenté. Et on y reviendra, le tabac est bien évidemment un facteur de risque pour les cancers du poumon. Donc cette explication du doublement du nombre de cancers entre 90 et 2023, majoritairement par des changements démographiques, mais pas que, aussi nos modes de vie. Donc on y reviendra, le tabac, l'alcool, l'alimentation, sédentarité, tous ces axes où on peut informer, soutenir des actions de prévention aussi. Quelques cancers, donc il y a des cancers qui ont diminué. Chez l'homme, on a remarqué que le nombre de cancers se stabilise. Par contre, notamment le cancer du pancréas est un cancer qui augmente chez l'homme et chez la femme. Et chez la femme, comme je le disais, vraiment l'augmentation du nombre de cancers du poumon et du pancréas, possiblement notamment par la consommation de tabac. Donc, entre 90 et 2023, le nombre de cancers a doublé. Chez la femme, tout cancer, on a un nombre de cancers qui augmente de façon continue. Chez l'homme, on semble observer plutôt une stabilisation de certains cancers, sauf le cancer du pancréas et du mélanome. Toutes ces informations-là, encore une fois, sont disponibles sur notre site internet si vous voulez des données plus précises par type de cancer aussi. Voilà, tout est à votre disposition sur notre site internet. Améliorer et réduire l'apparition de cancer, c'est aussi un des axes forts pour l'Institut national du cancer. Voilà, on a de nombreux collègues qui travaillent sur toute cette partie prévention. Donc vous avez peut-être pu observer à la télévision certains spots de prévention des cancers, puisque près de 40% des cancers pourraient être évités avec des facteurs de risque. Donc on y revient encore une fois, hein, le tabac qui représente près de 20% hein, de ces cancers évitables, l'alcool, l'alimentation, le surpoids, les rayonnements UV, puis certaines infections. On a aussi des campagnes dont vous avez sûrement entendu parler pour la vaccination contre le HPV. Tabac d'eau, c'est aussi souligné pour l'INCa les actions de prévention qu'on peut faire en visant certains publics cibles. Là, par exemple, des jeunes lycéens que l'on va aller aider
dans leur sevrage tabagique avec des actions voilà, adaptées pour cette population-là particulière. On a aussi des actions de dépistage. On réfléchit avec les différents acteurs, et notamment la CNAM, sur les programmes de dépistage organisés. On en a 3 aujourd'hui. Donc le cancer du col de l'utérus, cancer du sein et cancer colorectal. Et là, voilà, il y a toute une réflexion autour du dépistage organisé pour le cancer du poumon. Donc à suivre dans les prochaines années. En ce qui concerne le maintien et retour en emploi des personnes atteintes de cancer, le chiffre un petit peu rappel, c'est que le cancer, c'est 1000 personnes approximativement par jour qui apprennent qu'elles ont un cancer. Et dans ces personnes-là, il y en a 40% au moins qui sont en emploi au moment du diagnostic. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle aussi, malgré tout, dans ces chiffres-là, c'est qu'on observe que les innovations thérapeutiques, l'amélioration de la survie aussi dans les cancers, les traitements ambulatoires que l'on peut recevoir à l'extérieur de l'hôpital, font aussi et permettent aussi aux patients d'envisager de maintenir une activité professionnelle ou un retour à l'emploi qui était peut-être moins évident par le passé. Cependant, on se rend compte à travers voilà, les échanges qu'on peut avoir avec les employeurs, les patients, leurs aidants, qu'il y a encore un besoin d'information sur qu'est-ce que le cancer et quelles sont les séquelles possibles de la maladie et de certains traitements. On a plus de 73% qui ont ressenti des douleurs. On a presque 60% des patients, là, des femmes et même des hommes, mais qui souffrent de fatigue, de troubles de la concentration. Là, on en revient à des difficultés qui sont invisibles, pas forcément discutées avec votre employeur, vos collaborateurs, mais qui sont réelles. Et les patients nous disent maintenir, reprendre une activité professionnelle, oui, après un traitement, mais le comme avant, pas forcément. Donc, ça nécessite de pouvoir être discuté au sein de l'organisation. Tous ces sujets-là sont bien sûr des priorités pour les patients, pour leurs familles, afin notamment d'en limiter les conséquences sociales et économiques pour ces personnes. Donc dans l'étude Vican, hein, qui est aussi à votre disposition sur notre site, qui est la vie 5 ans après le diagnostic de cancer, on notait que 20% des personnes ne travaillaient plus 5 ans après le diagnostic, avec une baisse de revenus vraiment notable chez au moins 26% des personnes. Et le rejet ou discrimination, là, involontaire, mais qui, au retour dans l'entreprise, malgré tout, était ressenti, perçu, avéré par les personnes. On avait 12% des travailleurs salariés, il en revient que ce chiffre est un peu minimisé, visiblement au sein des organisations. Qu'est-ce que l'INCa essaye de faire donc via notre expertise, plutôt de coordonner les acteurs du terrain et dans la lutte contre les cancers. On essaye aussi de le faire sur cette thématique-là. On a notamment un club des entreprises. Donc le terme entreprise ici est vraiment de par son origine, mais on a toute structure, tout type d'organisation au sein de ce club. On a des hôpitaux, on a la CNAM, on a des entreprises privées de petite taille, de grande taille, en région ou sur Paris. Donc c'est vraiment ouvert à tous et c'est vraiment pour but d'être un espace d'échange entre ces organisations-là qui sont au sein du club représentées soit par des personnes des ressources humaines, soit par une personne qui porte la thématique au sein de l'entreprise. Donc on a vraiment en fait des motivations assez différentes de personnes qui viennent prendre contact avec nous pour signer la charte et faire partie du club. Par contre, voilà, une fois qu'on est dans le club, il y a vraiment cette démarche de partager les bonnes pratiques, de lancer des expérimentations aussi pour faire bouger les lignes et faciliter un peu plus le maintien, le retour en emploi de ces personnes. Donc ça peut être soit par des adaptations du mi-temps thérapeutique, par exemple, ou le test de cellules d'écoute au sein d'organisations. Voilà, c'est vraiment des actions à différentes échelles, mais le partage d'expérience est vraiment important
et bénéfique selon le retour des participants. Donc toute cette signature de charte, club, tout ça est gratuit et se fait par simple contact avec l'INCa. Au sein de ce club, notamment, à gauche, vous avez 3 exemples de guides qui sont issus du travail en fait, avec les organisations. C'est elles-mêmes qui ont produit ces guides-là. J'en ai mis quelques exemplaires dehors, sur la table du cocktail. Et vous les avez aussi sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, tous ces documents-là, toute cette information-là est disponible. On est une agence de santé publique, c'est à votre disposition, mais très utile pour informer peut-être vos collaborateurs, vous-même, vos proches, sur voilà, le cancer en tant que tel, les démarches aussi que ces personnes peuvent faire pour activer peut-être des aides. Et puis le dernier guide est là plutôt sur la promotion de la santé. On en revenait un petit peu sur notre rôle aussi de prévention, promotion, donc là qui vous informe plus sur les bonnes pratiques d'alimentation et autres. Donc tout ça est disponible soit dehors et s'il y en a plus sur notre site internet. Donc voilà. Je vous remercie. Merci Élise. Je vous laisse vous rasseoir à la table ronde. Professeur Norbert Veil, je vais vous passer la parole, j'arrive. Alors, vous êtes... alors, j'ai mis les titres ici parce que c'était compliqué de citer pour tous nos intervenants tous les rôles, les missions que vous occupez aujourd'hui. Professeur, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous faites ce même constat sur, quelque part, cette double peine que vivent les malades, les anciens malades? Je vous laisse le micro. Oui, merci. Donc juste pour simplement, donc moi je suis médecin cancérologue, plus précisément hématologue, et je dirige l'Institut Paoli Calmette depuis 1 an. Donc c'est finalement assez simple. Donc je crois que, je suis ravi d'être ici. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement de m'avoir invité. C'est très important pour nous parce que ce débat, il arrive à point nommé dans les évolutions sur la perception de la maladie, vous l'avez dit, vous en avez parlé du côté de la société, mais également du côté des soignants et des patients. Donc ça, c'est les personnes que je connais le mieux. Globalement, il y a deux changements qui sont importants. Il y a le regard social qui fait qu'on a cette discussion aujourd'hui sur le retour à l'emploi et donc que les personnes qui ont été atteintes par le cancer font toujours partie de la société, que la société est prête à les accueillir. Donc ça, je peux vous garantir, moi ça fait une 30aine d'années que je travaille dans ce monde-là, ça n'a pas été toujours le cas et vous l'avez signalé, il y a encore probablement des progrès à faire. Et puis surtout du côté médical, on va dire, il y a plusieurs changements de paradigme qui font que on a ce débat et que c'est une bonne nouvelle. Alors, le premier, ça a été évoqué, les progrès thérapeutiques avec plus de guérison, et donc près de 4 millions de Français qui ont été atteints par la maladie, que moi je vois finalement plutôt comme une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que il y a de plus en plus de gens qui survivent après l'exposition à un cancer. L'autre élément qui est très important, c'est les modifications des prises en charge avec ce qu'on appelle la chronicisation de la maladie. Et au fond, la notion de handicap dans la maladie cancéreuse, il y a quelques années de cela, quelques décades, c'était un truc ça allait pas ensemble parce que on était dans le cadre finalement d'une maladie que je qualifierais d'aiguë, c'est-à-dire voilà, il y a un début, un milieu, une fin dans les prises en charge, ça marche ou ça marche pas, mais c'était une parenthèse courte dans la vie des gens et dans l'esprit des cancérologues, c'était on cherchait à tout prix la guérison, on fonçait et quand on l'avait cette guérison, on disait c'est bon, c'est gagné. Et on voyait pas en fait les conséquences pour les patients qui avaient guéri de la maladie. Donc là, il y a donc à la fois la chronicisation de la maladie fait que la problématique du retour à l'emploi, c'est pas quand le traitement est terminé, mais ça peut être aussi pendant le traitement. Pour une hormonothérapie, par exemple pour un cancer du sein, les standards de prise en charge actuellement, c'est 7 ans de traitement par voie orale avec des effets secondaires qui sont quand même tout à fait notables. Donc cette dimension-là, je pense qu'il faut que tout le monde l'ait bien en tête.
Merci, professeur. Lorsqu'on a préparé ce temps d'échange, cette matinée, vous m'avez présenté le programme Cancer hors les murs. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors ça, parler de prise en charge hors les murs, donc ça découle directement des progrès thérapeutiques avec des traitements qu'on peut maintenant administrer par voie orale, à domicile, etc. Et donc qui, du coup, feront aller... Alors c'est bien parce que c'est plus léger, mais c'est embêtant parce que c'est plus long, en général, hein, pour simplifier. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est des structures de coordination qui permettent de maintenir un contact très régulier entre le patient et les équipes médicales à l'hôpital, sans forcément qu'ils aient besoin de se déplacer à l'hôpital pour pouvoir piloter leur traitement, leurs effets secondaires. Éric Berton l'a mentionné tout à l'heure sur l'importance aussi du numérique qui accompagne, qui soutiennent la prise en charge du handicap. Et là, typiquement, donc on met en place ce qu'on appelle des parcours de soins numériques, c'est-à-dire où on a une application qui met en lien le patient avec l'hôpital et donc qui sert pour échanger, pour faire remonter des effets secondaires, par exemple, par les équipes médicales. Et les équipes médicales, dans l'autre sens, peuvent envoyer des notifications pour rappeler qu'il faut bien prendre son traitement, de rappeler quelques éléments de nutrition, etc., pour accompagner le mieux possible ces traitements. Et pour aller plus loin, on travaille aussi sur des programmes d'éducation thérapeutique. Donc on en a deux qui tournent bien à l'Institut Paoli-Calmettes. Un qui accompagne les patients qui ont été traités par des greffes de moelle osseuse. Donc il y a un traitement qui sert à traiter des maladies du sang, en particulier des leucémies. Et donc et le deuxième, c'est autour de l'hormonothérapie, donc il est plus récent. Et donc là, on propose une série un accompagnement, mais aussi, et ça c'est très, très bien développé dans le programme sur l'hormonothérapie, c'est des vraies formations en fait, hein, avec les patientes à qui on propose de venir à l'hôpital et sur différents sujets qui vont être la compréhension de la maladie, qu'est-ce que c'est que le traitement, les effets secondaires, comment on combat les effets secondaires, l'activité physique adaptée, le sport, et donc il y a un volet maintenant social dans ces programmes d'éducation thérapeutique qui accompagnent le maintien ou le retour à l'emploi, donc qui permettent un contact direct avec nos assistantes sociales et les associations qui sont impliquées. Merci, professeur. Vous m'apportez la transition toute trouvée pour passer la parole à Pierre Dantin. Pierre, je vous laisse vous présenter, ça sera plus simple. Ah ben, merci du privilège. D'abord, laissez-moi vous remercier d'être ici. Je suis très heureux, merci de cette invitation. Je retrouve Ada, on fait équipe avec l'INCA, j'ai le plaisir de faire équipe avec professeur V aussi, et Madame Copin, continuez, parce que je connais votre travail, et je vais vous dire pourquoi. En fait, je suis professeur, mais pas de médecine. Moi, mon job, au départ, c'est l'intensité de la vie. C'est les Jeux Olympiques, et c'est accompagner des gens qui ont décidé un jour de vouloir être champions olympiques, des coachs qui ont décidé de transgresser pour être à ce point eux-mêmes dans la réalité d'un objectif choisi. Donc mes approches, elles sont psychosos, quels sont les déterminants motivationnels à l'œuvre auprès de ces publics très particuliers, ce qui fait leur source d'engagement, leur inspiration, des formes de spiritualité, de jusqu'au bouddhisme, de logique en fait d'empowerment dans une situation choisie. Et j'aime bien raconter cette histoire un jour en pitchant à Aix-Marseille Université, comme on nous laisse l'occasion quelquefois de le faire. J'ai croisé le regard du professeur Viens, qui était, avant que Norbert... Vous m'entendez? Ah, quel dommage. C'est revenu. Qui était donc le directeur de l'Institut Paoli-Calmettes, qui me disait, mais quand tu me parles de relations comme ça, quand tu me parles d'objectifs, quand tu me parles de logique d'évaluation, ça me parle. Parce que nous, notre job, c'est pas ça. Et on ne sait plus dire au revoir aux patients en rémission ou guéris. Ne crois-tu pas qu'il puisse exister quelque chose? Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, mais vous, c'est sérieux. Nous, c'est un ballon de plus dans les filets. C'est une seconde de moins, et je me suis dit, il fallait faire la rencontre de monde qui n'était pas fait pour se rencontrer. Donc j'ai réuni dans une salle, je ne sais pas si vous vous intéressez au sport,
Fabien Julot, Florent Manodou, Claude Onesta, si vous vous intéressez au rugby, Hugo Mola, Laurent Labitte, Laurent Travers, Laurent Labitte qui prépare la Coupe du Monde avec l'équipe de France, et je les ai laissés échanger sur la réalité de ce qu'était leur métier. Et on s'est alors rendu compte qu'il existait peut-être une possibilité d'hypothèse de recherche sur comment mobiliser, Ada, ça va te paraître comme une évidence, comment mobiliser la réalité d'un vestiaire, comment mobiliser les stratégies d'engagement, comment mobiliser les stratégies d'espoir dans la relation au patient le jour où l'on lui annonce sa rémission. Parce que rémission veut souvent dire... Je parle sous le contrôle de beaucoup de gens ici qui prennent en charge un nombre important de patients. Ça veut dire non seulement vide, avec une perte d'identité, assigné à sa maladie, et la plupart du temps avec les gens autour d'eux qui leur disent « Waouh, top, ça y est, tu y es. Alors maintenant, vas-y, relance-toi, hein, vas-y, hein, c'est bon, hein, tu peux y aller. » Et puis l'autre d'avoir presque honte de dire à tous ceux qui l'ont aidé « Mais je vais pas bien, je sais plus quoi faire. » Mais mes facteurs de motivation intrinsèques, alors je vais jargonner un peu, vous m'arrêtez dès que ça ne va pas, les facteurs de motivation intrinsèques, ce sont ceux qu'on assigne à sa propre réalité, c'est-à-dire le sens que l'on met à son engagement, le sentiment de maîtrise à pouvoir le réaliser, et le sentiment d'efficacité personnelle à le faire. Ça va? C'est bon? Je ne vais pas trop jargonner. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme nous sommes tous enseignants-chercheurs et qu'il s'agissait pour nous de démontrer, on a construit une hypothèse de recherche et un programme de recherche expérimental, c'était il y a 7 ans, qui s'appelle Rebond. On a reçu des patients et on les a coachés. Mais coacher, ça veut dire écouter les besoins. Donc ça veut dire permettre à l'autre d'évoquer son besoin. Et non plus systématiquement d'être dans la logique de venir raconter ce qui était sa réalité subie. Avec 2 moments clés. Je vous préviens, les phrases ont vous choquer. Mais elles ont été publiées, donc je suis protégé. La première des phrases, c'est quand un patient venait nous voir à la faculté des sciences du sport, dans un programme expérimental qui tenait compte des enjeux de ce qu'était la haute performance sportive applicable à la réalité de leur destin subi. Dès qu'ils commençaient à nous parler de leur maladie, c'était un arrêt net en disant « Votre cancer, je m'en fous. Mais vous, dans un cadre idéal, dans 1 mois, vous faites quoi ?» Et on s'est alors rendu compte que personne ne leur avait jamais dit ça comme ça. Ben parce qu'on ne s'autorise pas, quelqu'un qui subit. On ne s'autorise pas à venir au radar et dire « Putain, mon Dieu, que ça doit être compliqué. Oh, ça va ?» Non, l'enjeu c'est « Bon, Ada, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On est d'accord ou pas? Je suis heureux que tu sois là aujourd'hui parce que tu vas m'aider à être beaucoup moins choquant. Parce que tu vas être le témoin en acte de ce que je raconte. » Et on s'est aussi alors rendu compte que permettre à l'autre d'exprimer ses besoins, permettre à l'autre d'exprimer ses envies, permettre à l'autre de finalement rechoisir après avoir subi, c'était peut-être le sas qui manquait, y compris au retour à l'emploi. Casser cette assignation à la maladie. Ne plus avoir une identité de cancéreux, mais je suis Pierre qui a eu un cancer et qui a le droit de revivre et qui se donne l'intention de revivre parce que on va lui montrer qu'il est fiable. Et donc, on a mobilisé bien sûr l'activité physique comme beaucoup le font, avec le talent qu'on leur connaît, et Madame Coppel, je vous écouterai avec beaucoup d'attention tout à l'heure aussi, mais on s'est dit, merde alors, l'activité physique adaptée, c'est une activité physique adaptée aux cancéreux. C'est le garder encore dans son ethos de patient cancéreux. Et donc, on a essayé de réfléchir à quel accompagnement, quel déterminant relationnel différent pouvait exister sur l'intentionnalité de pratiquer, mais aussi le droit de s'engager, le droit de se dépasser, le droit de se transcender et se montrer que dans un univers c'était possible, et si c'était possible dans cet univers, le transfert était quasi immédiat ailleurs. Ça s'appelle retrouver sa fiabilité.
et s'administrer la preuve qu'on existe. Donc, ça augmente l'estime de soi, qui est le présupposé et le moteur adjuvant de la confiance en soi et de la confiance à ses possibilités d'exister, de se projeter et de retrouver le droit de faire des projets. Toujours bon, là? Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait très peu d'espoir aux patients. Or, dans le sport, on le sait tous, t'as l'un qui gagne et tout le monde espère. Hein. C'est pas très compliqué. Mais donc, tous les cadres conceptuels et théoriques sont aujourd'hui mobilisés, c'est pas très compliqué. Bon, au laboratoire Management for Cancer, vous verrez, il y a des approches méthodo et scientifiques qui viennent donner une autre tonalité à mon propos qui pourrait paraître triviale. Alors, on s'est interpellés tous ensemble, hein, et on s'est dit, comment agir peut-être plus tôt? Si au moment du rétablissement on avait un effet, les patients coachés sont venus nous voir en disant, mais pourquoi quand on se bat, on n'a pas ce type de relation? Pourquoi, quand on se bat, personne ne vient nous parler d'espoir? Et là, on s'est gratouillé la tête. Professeur, je parle sur votre contrôle. Notion d'éthique, notion de réglementation, notion de droit. Et puis, tu ne vas pas dire, je vais te guérir. Par contre, un ancien patient qui a eu la même pathologie, qui vient voir un patient qui est au combat et qui lui dit, écoute, l'espoir, moi, je ne vais pas t'en parler, même pathologie que toi il y a 10 ans. Ça permet de cristalliser d'autres approches symboliques et donc de construire des prophéties auto-réalisatrices. Parce que s'il y a bien un endroit où la prophétie est auto-réalisatrice, c'est dans la haute performance sportive. Et elle est aussi possible dans sa propre réalité, pour peu que quiconque puisse me le montrer, me l'administrer, être un symbole et me montrer un chemin. Donc, Rebond est devenu un programme. Je parlais tout à l'heure à Madame Courcot parce que vous financez la phase 2 et on a gagné un appel à projet de l'INCA et vous savez ce que veut dire la qualité des appels à projet de l'INCA, nous en sommes très fiers, mais on se sent aussi très concernés, très responsables. Parce que l'enjeu pour nous, c'est donner des nouvelles approches relationnelles à tous les intervenants de l'activité physique adaptée et à toute logique de sport cancer, non plus en parlant de ce que l'on pense, qui pourrait être pertinent et judicieux d'un point de vue physio, d'un point de vue neuro, d'un point de vue cognitif, mais sur l'analyse des besoins de la personne à prendre en charge. Et on ne peut pas reprocher à l'oncologie de ne pas s'être occupé des besoins, parce qu'il fallait d'abord donner le droit aux patients d'être sortis de l'ornéa. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est quels sont les besoins des patients en rémission, quels sont les besoins des patients au combat. Donc, vous comprenez aisément que quand il y a 7 ans, on tenait ces discours, il fallait vraiment qu'il y ait des gens pionniers pour nous accompagner. Notre unité de recherche est à cheval sur la faculté de médecine, faculté des sciences du sport, Institut Paoli Calmette, qui est notre endroit, et j'aime bien à dire qu'on fait tous équipe, parce que, vous voyez, là, sans se connaître, là, Madame Courcot, on fait équipe, Ada, on n'en parlera même pas, et quant à Norbert V, ça fait très longtemps qu'on fait équipe. Et faire équipe, c'est quoi? C'est confier ses vulnérabilités. C'est s'entraider et c'est être construit sur un objectif de bien commun tout en respectant la réalité et les choix de chacun. Et c'est de tout cela que je voulais vous témoigner ce matin. Merci. Merci Pierre. Vous avez passé le relais naturellement à Virginie Copin. Je vous laisse vous présenter. Alors, beaucoup moins d'aisance que monsieur, donc soyez indulgents. Hein. Du coup, enseignante d'activité physique adaptée, donc voilà, la suite logique de ce que monsieur vient d'expliquer. On a créé l'association Cap-Verdon Montagne et Partage à Castellane, les Alpes de Haute-Provence, petit village, juste pour contextualiser le milieu rural. On est devenu, on a été reconnu Maison Sport Santé en 2020 au premier appel à projet, la première des Alpes de Haute-Provence. On n'est pas peu fiers de cette... Merci. J'ai oublié de remercier qu'on soit là. Merci aussi. Du coup, bon, pour être, je vais lire, hein, parce que comme ça va aller mieux. Puis j'argumenterai de temps en temps si des fois mon cerveau me le permet.
Donc on a monté, à partir de 2017-2018, la section sport, santé, sourire. C'est pour les intimes, on l'appelle la 4S, pour que ce soit plus simple, dans laquelle on propose principalement de la marche et de la gym douce. Au départ, c'était une continuité pour les personnes qui présentaient une maladie chronique, qui avaient suivi un programme bien bougé à la MSP de Castellane. Et du coup, fort de ce programme et de la réussite de ce programme, les personnes souhaitaient poursuivre une activité physique adaptée. Mais à Castellane, poursuivre une activité physique adaptée, c'était comme sans réponse. Donc on s'est dit, nous, on va créer cette section. Donc, on a créé cette section sur prescription médicale, en surfant sur le sport santé, le sport sur ordonnance. On a réussi à obtenir des fonds pour pouvoir assurer cette section, soutenue par l'ARS notamment, la DRAGES, bref, on s'en fout. Pas tant que ça, mais voilà, bref, c'est pas le propos. Excusez, mon cerveau. Du coup, donc la section sport, santé, sourire. Au départ, c'est sur prescription médicale pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Mais en fait, les personnes, tout autour, le bouche à oreille a fait son effet, et petit à petit, les personnes ont souhaité entrer dans notre super section sport, santé, sourire. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des personnes qui atteintes de cancer, mais qui étaient après traitement, en fait, qui sont rentrés aussi dans cette section sport, santé, sourire. Et en fait, on a fait rentrer tout le monde parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir faire une activité pour chaque pathologie. Ça, chez nous, ça marche pas. Hein. Clairement, les programmes nationaux, on a du mal à y rentrer dedans. Donc, du coup, on s'adapte. Du coup, ces personnes qu'on a rencontrées, elles présentent bien souvent une diminution de l'estime de soi, une perte de confiance de leur corps, la présence d'un isolement social souvent engendré par la fatigue du traitement et tout ce que on connaît tous, que tout le monde a très bien expliqué et que je ne vais pas m'aventurer à expliquer là. Et du coup, ce constat, il est quand même commun à beaucoup de personnes qui rencontrent des étapes bouleversantes dans leur vie, quelles que soient les étapes. Enfin, c'est un constat pratico-pratique. Et du coup, nous, on considère que l'activité physique adaptée est un outil, alors là, je m'aventure en disant génial, pour une reconstruction globale et en douceur de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? On propose des séances collectives destinées aux personnes qui ont des besoins spécifiques. Mais nous ne dédions pas les séances en fonction des pathologies, en partie à cause de notre environnement, quand je vous ai expliqué, qui est plutôt rural et dont la densité de la population est plutôt faible. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais nous nous sommes aperçus que cette situation, en fait, c'était une aubaine. Parce que les participants, ils se retrouvent autour d'une activité physique. Ils ne sont plus identifiés comme une personne avec un handicap, une maladie en particulier. C'est pas leur identité, en fait. Ils sont juste considérés, ils viennent là et ils se réunissent pour pratiquer une activité qui est adaptée à leurs besoins. Les séances sont donc à intensité faible et modérée, mais l'essentiel est l'aspect ludique et bienveillant en général. L'idée, c'est que les gens arrivent et quand ils repartent, ils ont le sourire. En général, on y arrive plutôt bien. Enfin, en toute modestie, bien sûr. Les thèmes abordés sont généraux et donc les thèmes abordés sont l'équilibre, la coordination, la respiration, la souplesse, l'endurance, et ce sont principalement les bases pour se réapproprier son corps. Cette section sport, santé, sourire, on y accède grâce à une prescription médicale de l'activité physique adaptée et pour que l'enseignant d'activité physique adaptée puisse orienter ses séances et individualiser ses consignes lorsque les exercices l'exigent. Mais on ne fait pas du cas par cas, on ne cible pas les personnes. Par contre, dans notre tête, on voit et on sait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et petit à petit, hop, on coupe, en fait, tranquillement nos séances en fonction des réponses de chacun. Parce que bien sûr, chaque matin, les gens se lèvent avec leurs propres besoins qui évoluent au fil de la journée, au fil des semaines. Et du coup, c'est là où nous, on a la force de pouvoir s'adapter en fonction des outils qu'on a et des informations qui nous ont été données.
Dès le départ, nous leur rappelons que nous ne travaillons pas dans la douleur, que ça ne sert à rien, que lorsque le corps envoie un signal, c'est important de l'écouter, que c'est notre métier de leur proposer un mouvement adapté. Du coup, on ouvre à l'échange, on ouvre à voilà, qu'est-ce qui se passe, partager ses émotions, ses besoins, ses douleurs. Donc, on leur rappelle qu'on n'est pas là pour faire les JO, mais qu'éventuellement, sur les prochains, on pourrait peut-être les faire, mais ça, c'est au cas où. Ce rappel permet donc à tout le monde de s'ouvrir, d'échanger. Les nouveaux, en général, les personnes qui arrivent, sont plutôt silencieuses. Personne ne dit, enfin, ils disent très peu ce qu'ils ressentent, ils n'osent pas, en fait. C'est très, gardé pour eux. Excusez-moi, hein, j'ai pas tout le vocabulaire, mon cerveau est vraiment limité là. Donc, du coup, ils sont plutôt silencieux, mais les anciens, par contre, ils ont compris le fonctionnement. Fait que du coup, petit à petit, eux, ils disent « Non, mais là, j'ai mal à l'épaule ». Et ils comprennent qu'en fait, c'est pas une faiblesse. C'est juste quelque chose qui leur permet de « Ok, cet exercice, on peut pas, mais si on contourne, on peut arriver au même objectif, mais avec un chemin un petit peu différent ». Et du coup, petit à petit, l'alchimie s'opère. Et avec le temps, les gens reviennent. Et ils reviennent de plus en plus. Et en fait, on n'a jamais créé d'objectif de présence et tout ça. Mais la joie et les rigolades que ça procure, la régularité est présente et de façon assez hallucinante. Enfin, surprenante pour nous, on n'y pensait pas. Voilà. Et du coup, cette constance leur permet de pouvoir enfin bénéficier des bienfaits. Enfin, cette constance permet de pouvoir les bienfaits de l'activité. Les ateliers qu'on leur propose favorisent en général la réussite. L'important vraiment dans ces activités et ces échanges, c'est juste la mobilité. C'est juste la mobilité et reprendre possession de son corps. Et du coup, au fil de la pratique, les résultats sont les suivants. Une augmentation de la confiance de son corps, mais en fait ça revient à ce que le monsieur il disait juste avant moi. Ce qui entraîne une meilleure estime de soi. Et puis, du coup, le changement opère. Et alors ça, c'est juste magique parce que vraiment, vous voyez, les papillons, au départ, c'est la chenille. Après, il y a la chrysalide. Et après, il s'émancipe et il déploie ses ailes. Et les personnes, c'est pareil. Au départ, elles sont toutes un peu introverties, toutes rentrées sur elles et tout ça. Et au fil du temps, sur nos séances, on s'aperçoit qu'elles font attention à leurs vêtements. On s'aperçoit que la coiffure est plus... Enfin, bref, prendre soin de soi, on s'aperçoit que vraiment, c'est quelque chose qu'ils investissent le concept. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette énergie. Alors, Ada, oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus parce que Pierre Dantin t'a fait quelques appels du pied. C'est pas pour mon handicap que je dis ça, d'accord. J'ai rien senti parce que je sens rien des pieds. Mais effectivement, j'ai bien senti... Moi, je voudrais surtout rebondir sur un truc que tu as dit, Pierre, qui prouve un peu que parfois ce qu'on fait est utile parce qu'on cherche toujours des cas en travail. Souvent, on est la tête dans le bidon et on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on sait où on va, mais concrètement, c'est un peu compliqué. Et l'idée du référent, c'est de faire rencontrer des gens qui ont été malades et des gens qui ne le sont plus. Et je trouve que c'est vachement important. Et moi, je garde toujours en mémoire qu'il y a... Quand on a fait Vestiaire, comme vous, quand vous avez lancé le programme il y a 7 ans, nous on a fait Vestiaire il y a 13 ans maintenant, c'était un peu imaginer un comédien handicapé, ça allait, pour beaucoup ça n'allait toujours pas, mais bon. Et moi j'étais à une conférence il y a quelques temps, et j'ai rencontré une jeune fille qui était lourdement handicapée, elle devait avoir 12 ans, elle était sur un fauteuil roulant, donc vraiment lourdement handicapée, et en fait à la fin de la conférence, sa maman est venue me voir, et m'a dit, ma fille voudrait bien voir et prendre un selfie avec vous. Donc je suis allé la voir, et en discutant, je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Et elle m'a dit comédienne. Et je trouvais ça, moi à son âge, j'aurais jamais pensé à ce métier-là. Je me disais, mais c'est un truc qui est tellement improbable que jamais j'y arriverai. Et aujourd'hui, voilà, donc ce qu'on fait en fait, c'est pas, on n'a pas envie que tous les handicapés soient comédiens, mais en tout cas, on leur ouvre un champ, un endroit où peut-être on n'y allait pas avant. Et je trouve que c'est l'idée du référent. Parce que moi, quand j'étais petit, il n'y avait que Casimir à la télé pour me reconnaître, donc je ne me reconnaissais pas dans grand-chose. Je trouve que c'est vachement important. Et le sport, c'est aussi un vecteur très très important, parce que j'étais à Handisport Marseille, donc c'est un club où on faisait de la natation, que tu connais très bien, Pierre. Et une des activités qu'on avait était d'aller dans des centres de rééducation
pour rencontrer des jeunes et des personnes qui étaient accidentées, en tout cas fraîchement handicapées. Et on leur montrait qu'on pouvait aussi faire du sport et que la vie continuait malgré tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui font ça, et tant mieux, mais nous, on faisait ça il y a une quinzaine d'années. Et donc, c'était pas évident de les attirer vers le sport. On leur montrait qu'on pouvait faire du sport tout en étant handicapé. Et je me souviens d'un jeune homme qui avait un accident de moto et qui avait perdu sa jambe et qui était vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment dans un coin isolé. Et on est allé vers lui. Il a quand même, il s'est dit, je vais quand même essayer la natation. Il s'avère qu'il était très bon. Il a nagé de mieux en mieux, de plus en plus vite, mieux que nous. Alors mieux que moi, c'est pas compliqué, mais bon, en tout cas, il a nagé. Et au bout de 2 ans, il s'est présenté donc, au championnat de France et il a été champion de France. Ça a changé sa vie et c'était extraordinaire parce que sur le retour, il devait être 3 h du matin, on a quand même bien fêté ça. Et il nous a dit un truc, il était ivre-mort, donc il ne calcule plus vraiment ce qu'il disait. Il m'a dit, il y a 3 ans, quand j'ai eu mon accident, je pensais que ma vie s'arrêtait. Et aujourd'hui, je suis là avec cette médaille. Et il a dit, bon, voilà. Il était très ému parce qu'il a dit, je vous aime tous, même toi l'arabe. Donc ça voulait dire qu'il était vraiment très heureux. Et il était vraiment très très heureux. Et c'est extraordinaire parce que vraiment après ça, il est parti. Alors, il n'habite plus en France. Ça a ouvert des trucs. Il est allé être prof. Je ne sais plus où il est, quelque part dans les îles. Mais en tout cas, voilà, le sport c'est aussi un truc très important. Mais je suis content d'appartenir à ces 2 univers finalement et d'être un peu le référent, j'espère, et en tout cas d'avoir œuvré par le sport aussi. Merci Ada. Merci à tous les 4 également. Je vous laisse retourner parmi le public. Merci encore, vous pouvez les applaudir. Alors Ada, on l'a entendu de différentes manières. Le retour à l'emploi, il s'opère progressivement, de plus en plus tôt. Vous l'avez bien compris. Quand on parle de retour à l'emploi, de travail, qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, déjà, moi, j'ai 56 ans, donc j'appartiens à une génération qui découvre qu'aujourd'hui, on parle de retour à l'emploi quand on parle du cancer. Moi, de mon temps, quand on parlait de cancer, on parlait plus d'autre chose, c'était terminé. Et aujourd'hui, quand cette tournée a commencé, qu'on m'avait proposé de venir, je trouvais extraordinaire de parler de handicap invisible. Je n'aurais jamais, je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, j'ai jamais associé le handicap et le cancer. Et qu'aujourd'hui on parle de retour à l'emploi, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, et ça c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et en fait, l'emploi, mais je pense qu'on l'a dit tout à l'heure en filigrane et on l'a plus ou moins compris, au-delà du fait de revenir dans une vie active et d'avoir un revenu, etc., c'est surtout le vecteur social qui est important. C'est-à-dire que cette idée de rencontrer des gens, d'être dans le déplacement et dans le mouvement, et on se rend compte de l'importance du travail quand on est en situation de handicap, qui est bien au-delà juste de cette notion de travailler, d'avoir un revenu. C'est bien ça, non, ce que j'ai dit là? Ouais, j'aime bien, ouais. Mais j'aime bien comment. En fait, non, parce que je suis comédien, j'aime bien qu'on me dise que c'est bien ce que je dis. Parce que moi, mon handicap, alors, il n'est pas visible, il est même très visible, c'est l'ego. Il est plus important que la polio d'ailleurs. C'est ton métier, l'humour. Ah, je croyais l'ego aussi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je t'en prie.